et si éviter de parler de la mort nous empêchait de vivre pleinement? Au moment où je vais clôturer cette saison 5, je trouve que c'est une question inconfortable mais fondamentale. Une question que notre société préfère souvent contourner. Pourtant, la mort fait partie de chacune de nos histoires. Elle traverse nos familles, elle s'invite dans nos accompagnements, elle s'approche parfois de ceux que nous aimons. Et malgré cela, nous manquons souvent de mots. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie d'ouvrir cette conversation avec une femme qui a choisi d'en faire un espace de vie plutôt qu'un sujet de peur. Marine Nina Denis est mon invitée et elle est bibliothérapeute, autrice et Tanadoula. Elle accompagne les personnes en fin de vie et leurs proches en utilisant un outil aussi simple que puissant, les livres. Parce qu'un texte peut parfois dire ce que nous n'arrivons pas à exprimer. Parce qu'une histoire peut ouvrir une conversation que nous repoussons depuis des années. Et parce qu'au fond, accompagner la fin de vie n'est peut-être pas apprendre juste à mourir, mais apprendre à aimer, à transmettre et à vivre jusqu'au bout. Bienvenue dans la saison 5 de Sweet Papy Podcast. Et si je te disais que dans l'accompagnement de fin de vie de nos proches, il existe parfois des instants comme suspendus, où tu découvres une force en toi que tu ne soupçonnais pas. Alors avant que mes souvenirs ne s'effacent, j'espère devenir ton miroir, celui qui éclaire tes choix, tes fragilités, ta façon d'aimer, que tu sois aidant ou professionnel du soin. Alors abonne-toi pour ne rien manquer de ces instants de passage. Moi, j'appelle aussi mon métier la bibliothérapie. Je suis passeuse de mots, passeuse de livres. Et voilà, en effet, je fais le lien entre la littérature et la vie. Donc ça, c'est pour apprivoiser l'absence, le deuil et le sens, mais peut-être tout simplement aussi la beauté d'être vivant. Et ça, c'est vraiment le message que tu passes à chaque fois. On parlera des ouvrages que tu as coécrits ou écrits un petit peu plus tard dans la conversation. Mais je voudrais savoir en premier, qu'est-ce qui t'a attiré vers l'accompagnement de fin de vie? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Est-ce que tu aurais pu choisir juste du soutien psychologique ou du soutien émotionnel? Pourquoi la fin de vie? Parce que j'ai vraiment eu le déclic pendant le Covid. Alors ça, c'est l'accompagnement de la mort en général et de la fin de vie notamment m'a toujours intéressée. Et pendant le Covid, j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait un vide abyssal, on va dire. Quand j'ai vu comment était accompagnée la fin de vie, comment était accompagnée la mort, le deuil pendant cette période-là, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose d'humain à faire, quelque chose d'humain à construire. Alors, je suis pas la seule, parce qu'il y a eu une sorte de mouvement à ce moment-là. Et du coup, après le Covid, j'ai eu envie de me former à ça en me disant que il y avait un vrai manque au niveau de l'accompagnement de la fin de vie, parce qu'on n'en parlait pas, on n'en parlait nulle part, alors que c'est quelque chose qui arrive à 100% des humains. Et que voilà, et donc je me suis mis à m'intéresser à ce sujet-là, et il se trouve que en parallèle j'ai ma grand-mère aussi qui était très âgée et que j'ai accompagnée pendant sa fin de vie. J'avais déjà accompagné mon grand-père avec qui a eu lui la maladie d'Alzheimer, et donc en fait ces expériences là m'ont conforté sur le fait que j'avais très envie de m'intéresser, d'accompagner les personnes. Et pour la petite anecdote, donc je me suis donc formée au métier de Tanadoula. J'étais en Suisse pour ça, et pendant j'ai accompagné ma grand-mère en parallèle. Et ma grand-mère est décédée une semaine après que j'ai eu ma certification de Tanadoula. Donc ça a un petit peu été mon sujet d'étude quelque part. Et moi surtout, ce que j'ai retenu, c'est que ça m'a permis d'avoir tous les outils pour pouvoir l'accompagner au mieux. Et voilà, je suis très reconnaissante, on va dire, d'avoir pu découvrir ce métier-là à ce moment-là de ma vie pour pouvoir accompagner au mieux cette personne que j'aime très très fort. Mais est-ce que c'est pas difficile justement d'accompagner un de ses proches pour démarrer? Bien sûr, et à la fois, je pense que c'est ça qui m'a... Même si je pense que si j'avais pas été confrontée à l'accompagnement de mes grands-parents, je pense que ça m'aurait quand même intéressée, parce que ça m'intéressait bien avant d'accompagner mes proches. Mais quelque part, ça donne une certaine réalité, ça donne du sens aussi. Et puis voilà, et je pense que quand on a accompagné un proche, on peut accompagner tout le monde, dans le sens où Mais oui, mais justement, la première personne que tu as accompagnée qui n'était pas un proche après, il y avait une grosse différence pour toi? C'était important de sentir cette atmosphère totalement différente?
Bien sûr, ça n'a rien à voir et je dirais qu'en même temps, chaque personne accompagnée, c'est totalement différent. Mais bien entendu que, il y a une distance qui se met. C'est 2 métiers totalement différents, en fait. Enfin, dans le sens où accompagner un proche, c'est pas un métier en soi, c'est quelque chose qu'on fait parce que il faut le faire, parce que, voilà, c'est, une sorte de mission, on va dire. Le fait de professionnaliser cette approche, en fait, on se rend compte que ça n'a rien à voir. Il y a des outils qu'on a pu développer avec nos proches et le fait d'apprendre le métier en même temps, ça permet de faire au mieux. Mais le fait d'accompagner professionnellement quelqu'un, je dirais que c'est totalement un pas de côté et c'est une approche qui est totalement différente qu'accompagner son proche parce que justement, on a ce recul professionnel, on a de l'empathie parce que c'est essentiel dans ce métier, mais justement, on a plus de recul et on est, même si accompagner quelqu'un en fin de vie, ça apporte forcément de l'émotion parce que on accompagne l'humain avant tout. Il y a un recul nécessaire qui fait qu'on peut accompagner une personne de façon plus détachée quelque part, mais à la fois être plus disponible pour elle parce que nos émotions, nos sentiments viennent pas se mêler à cet accompagnement et ce qui permet pour moi d'avoir justement la posture juste en tant que Tanadoula, à savoir une personne neutre qui n'est pas de la famille, qui n'est pas de l'ami, qui n'est pas du corps médical, qui est juste disponible là en soutien et justement sur laquelle on peut se reposer, ce qui est le cas pour quelqu'un de la famille, mais où il y a forcément plus d'affect. Bien sûr. Alors, on va en revenir à la bibliothérapie qui, pour toi est devenue, si j'ai bien compris, un pont entre ton amour des livres et ton engagement auprès des personnes en fin de vie. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment est-ce qu'on se forme déjà pour être bibliothérapeute finalement? À la base, en fait, mon premier métier, c'est les livres. Je suis éditrice, j'ai été libraire aussi et ma particularité, c'est que j'étais éditrice spécialisée dans des ouvrages pour des personnes en situation de handicap ou pour des enfants avec des troubles du neurodéveloppement. Et c'est en accompagnant les auteurs, qui pour la plupart étaient des professionnels, des orthophonistes, des médecins, des enseignants, que j'ai eu envie d'aller dans le care, c'est-à-dire de passer de l'autre côté de la barrière et moi aussi d'accompagner les personnes. Et à ce moment-là, j'ai essayé de trouver des outils justement et je me suis formée à la sophrologie, mais ça me correspondait pas exactement. Et en fait, pendant que je me formais à la sophrologie, j'ai découvert l'existence de la bibliothérapie, qui existe depuis une centaine d'années, mais en France, on commençait tout juste à en parler. Donc c'était il y a plus de 10 ans. Et je me suis dit, mais c'est vraiment parfait, dans le sens où en fait, la bibliothérapie, c'est quelque chose qu'on fait tous déjà sans nous en rendre compte. C'est-à-dire qu'on lit des livres et les livres nous font du bien, nous apportent quelque chose. Et donc, d'un coup, ça prenait tout son sens. Mon amour des livres pouvait être lié au fait d'accompagner les personnes. Voilà. Donc, je me suis formée à la bibliothérapie. Alors, à l'époque, auprès d'une personne qui s'appelle Régine de Tambel. Et aujourd'hui, en France, il n'existe pas de formation de bibliothérapie officielle, on va dire. Il n'y a pas de diplôme officiel. Depuis, ça fait une dizaine d'années que je roule ma bosse en bibliothérapie. Je suis devenue formatrice aussi. On est 3 ou 4 en France à former à la bibliothérapie. Donc, on ne devient pas bibliothérapeute avec 2 jours Pas de formation à la bibliothérapie, exactement. Voilà. Voilà. Pour moi, on peut proposer la bibliothérapie. Pour devenir bibliothérapeute, il faut avoir aussi une formation de thérapeute à côté. Donc, en art-thérapie, en sophrologie, avoir une formation de Tanadoula, par exemple, si on veut se former pour l'accompagnement de la fin de vie. Mais on va dire, aujourd'hui, il n'y a pas de formation diplômante, certifiante. Voilà, c'est des petites formations à compléter avec des formations d'accompagnement pour pouvoir pratiquer la bibliothérapie. Alors, tu vas nous parler justement de ce pouvoir profond que les livres ont pour les gens et surtout sur un sujet comme la mort, les sujets un peu tabous où la parole directe, parfois n'ose pas vraiment, toucher, quoi. C'est un peu compliqué. Donc par les livres, tu arrives à faire un pont justement pour expliquer, aux gens ou ce que tu disais, ce lien que tu peux avoir. Explique-moi, comment ça fonctionne? Pour moi, les livres, c'est un outil que j'utilise de plein de manières différentes pour accompagner la fin de vie et pour accompagner le deuil. C'est un outil qui va donc permettre en effet de libérer la parole. Par exemple, pour la fin de vie, je vais aller voir une personne et je vais lui proposer, si elle est en capacité de lire, je vais lui proposer des ouvrages qui peuvent vibrer en elle ou je vais lui lire directement des textes à haute voix. Et en fait, mon objectif, ça va être de libérer la parole, de se servir du livre pour aider à parler. Si j'arrive face à une personne et que je lui dis alors, dites-moi tout, racontez-moi votre vie, racontez-moi vos peurs, il y a de grandes chances pour que la personne ait du mal à se livrer, se bloque exactement. Alors que si j'arrive avec un texte, que je le lis à haute voix,
que je lui demande de me dire qu'est-ce que vous avez entendu dans ce texte-là, qu'est-ce que ça a évoqué pour vous. On va se servir de ce support-là pour discuter banalement d'un texte, et puis finalement au fil de la conversation on va parler d'elle. Finalement, dire ce qu'on ressent quand on écoute un texte, c'est un petit peu parler de nous. Et moi, c'est ça que je mets en avant dans la bibliothérapie, parce que un même texte va résonner totalement différemment en fonction de la personne qui va l'écouter. Et ça, c'est, on s'en rend compte. J'anime des groupes aussi, des ateliers de groupe, et vraiment, des fois, c'est vraiment il y a des gens qui vont voir une fille, d'autres qui vont voir un garçon, d'autres pour lequel le texte va être positif et va leur faire du bien, d'autres où ça va être un petit peu plus angoissant. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, justement, de dérouler qu'est-ce qu'on ressent quand on écoute ce texte et qu'est-ce que ça raconte de nous. Et puis, il y a une autre partie aussi pour moi de la bibliothérapie, c'est de valoriser la vie de la personne. C'est-à-dire que je vais l'amener à raconter sa vie, lui raconter des choses éventuellement de son enfance, de son métier, de sa relation avec son mari, ses enfants, ses parents. Je prends l'exemple de ma grand-mère. Ma grand-mère était une immigrée italienne qui a grandi à Argenteuil. Et à la fin de sa vie, je lui ai lu Les Ritales de Cavana. Alors, ça racontait pas exactement sa vie, ça collait pas exactement avec sa vie, mais ça se passait dans le quartier où elle avait grandi, dans un contexte dans lequel elle avait grandi, et exactement identique. Et ça lui a fait du bien dans le sens où ça l'a replongée dans un moment de sa vie dans lequel elle se sentait bien. Et particulièrement quand on est en fin de vie, très souvent on est alité. Parfois on ne sortira jamais de la chambre dans laquelle on est pour les derniers jours. Et la littérature ouvre aussi cette porte vers l'extérieur. Elle fait voyager. On peut se déplacer dans un endroit où on a envie. On peut partir en Italie. On peut partir même dans un pays qui n'existait pas. On peut se déplacer dans le temps aussi. Retourner dans notre enfance. Retourner à un moment de notre vie qui nous fait du bien. Donc, voilà, la bibliothérapie, en fait, sert à la fois à aller se balader, à se faire du bien, et à la fois à parler de nous et à parler peut-être de choses dont on n'aurait pas osé parler dans une conversation lambda, mais que les livres permettent de mettre, voilà, les livres permettent de libérer la parole. Tu parlais tout à l'heure des groupes de parole, donc des partages. Est-ce qu'éventuellement tu leur fais lire un même texte à plusieurs pour voir un peu les tonalités qu'ils peuvent avoir chacun à parler d'une manière différente sur le même texte et d'avoir des émotions différentes? J'imagine qu'il y a toutes les solutions. Moi, généralement, j'aime bien penser la lecture à voix haute comme on lit à des enfants. Pour moi, on a tous une âme d'enfant, peu importe notre âge. Et moi, ce que je viens gratouiller, on va dire, avec la lecture à voix haute, c'est vraiment notre âme d'enfant. Donc, généralement, ce que je fais, c'est que je vais lire des textes à voix haute, comme on lit une histoire à une enfant. Donc, les personnes vont se concentrer, peuvent fermer les yeux, elles vont se concentrer sur leurs sensations, sur les pensées qui les traversent. Et c'est moi qui vais lire le texte à voix haute. C'est pas les personnes qui vont lire le texte à voix haute. Elles vont, en fait, c'est comme si je les emmenais en voyage, je les emmène se balader, et après, chacun partage le ressenti qu'il a pu avoir. Et après, alors, là, c'est pas forcément pour un public en fin de vie, ça va être pour le grand public, ou je travaille aussi avec des personnes endeuillées. Généralement, je fais de la bibliothérapie créative, comme on appelle. À la suite de cette lecture à voix haute, je vais faire un exercice créatif aux personnes. Donc, ça peut être de l'écriture, ça peut être du dessin. Dans un premier temps, avec la lecture, on va utiliser les mots des autres pour mettre nos propres mots, pour utiliser les mots pour faire émerger des émotions. Et ensuite, on va se servir de nos propres mots dans un atelier d'écriture pour aller encore plus loin dans les émotions. Voilà comment les ateliers de groupe se passent. Donc, c'est moi qui parle, mais justement pour faire émerger les mots des personnes. Est-ce que justement en fin de vie, pour revenir aux personnes qui sont seules en fin de vie, est-ce qu'il y a un moment où effectivement quand tu leur lis quelque chose, ils se retournent vers toi pour te demander d'écrire leur vie ou d'écrire quelque chose? C'est un autre métier, hein, Bien sûr. c'est un autre métier, mais est-ce qu'il y a un moment où ils ont besoin, suite à ta lecture et aux discussions que vous avez, de dire: «Mais est-ce que vous pourriez écrire ce que je viens de vous dire?» Ça peut arriver parce que justement quand on commence à s'intéresser au fait de se raconter, de mettre des mots sur notre histoire, il y a un côté écriture qui peut arriver. Justement la transmission où on se rend compte que mettre des mots c'est important. Alors il y a un métier qui existe là-dessus, qui n'est pas le mien, qui est le métier de biographe hospitalier, qui est un métier absolument merveilleux. Tout à fait. Moi ce que je fais, j'ai pas cette démarche d'écriture qui
qui est un travail phénoménal en termes de temps et de volume. Par contre, ce qui m'est déjà arrivé de faire, c'est justement nos entretiens, nos conversations, le fait de se raconter, de moi l'enregistrer et après de transmettre ces enregistrements avec bien entendu la validation de la personne, de transmettre ces enregistrements aux proches pour que justement s'ils veulent en faire quelque chose, éventuellement un livre, s'ils veulent le mettre par écrit, ils puissent le faire. Et en effet, c'est un travail, souvent ça peut être une suite assez logique du travail que je fais, c'est-à-dire que moi je suis là pour faire émerger les mots et l'écriture est une suite assez logique du fait d'émerger les mots. Donc, soit en effet, travailler ensuite avec un biographe hospitalier ou une biographe, très souvent ce sont des femmes, on va dire donner le flambeau, ou alors transmettre directement à la famille et puis après elle en fait ce qu'elle veut. Mais en effet, c'est très complémentaire avec ce que je fais. Ouais, parce que tu sais que moi j'ai une passion pour la voix. C'est pour ça que j'ai un podcast aujourd'hui, puisque j'avais récupéré il y a quelques années une cassette de mon grand-père et d'entendre toute la vie de mon grand-père, ça m'a paru tellement formidable. Et au niveau de l'émotion, il a enregistré cette cassette. Il est mort un mois plus tard. Donc c'était vraiment le dernier moment et c'était très très beau. Et moi je suis stupéfaite par ce que les gens peuvent dire et par la voix même en fin de vie. Et je me suis aperçue que même en fin de vie, mon sweet papy avait la même voix. Il avait gardé la même voix qu'il avait toute sa vie, alors que ma mère aujourd'hui, quand je parle avec elle, elle a la voix de son père à la fin de sa vie. Cette voix un peu chevrotante des personnes âgées. Et je trouve que justement ces voix comme ça, c'est hyper important. Bon, c'était une petite aparté sur ça, puisque je travaille beaucoup sur moi, ce que j'appelle la voix en héritage. Voilà, c'est un peu mon accompagnement aujourd'hui. Et qui est un sujet absolument passionnant et essentiel en effet, parce qu'on oublie souvent la voix de nos proches quelques temps après, et avoir un enregistrement, c'est extrêmement précieux. Conserver la voix, c'est important. Conserver la voix. Et dans ton TEDx, je me souviens que je mettrai le lien dans l'épisode. Il y a un moment où tu parles d'une étude de l'Université de Colombie-Britannique. Le dernier sens à s'éteindre est l'ouïe. On peut donc susurrer des mots doux à l'oreille jusqu'au bout, même un peu plus loin. C'est très beau ça. Ça, c'est vrai que ça m'a vraiment beaucoup émue de t'entendre dire ça. Et je trouve que c'est quelque chose de très apaisant, et pour les personnes en fin de vie et pour leurs proches, d'avoir cette information-là. Parce que de prendre conscience que même quand la personne n'est plus réactive, on peut continuer à communiquer et que la voix est importante. La voix de la personne qui va partir est importante, mais la voix des proches est essentielle jusqu'au bout. Et que même quand la personne n'est pas réactive, c'est très important de lui parler, de lui raconter des choses, de même lui raconter notre journée. Moi, ça m'arrive, on parlait de la lecture justement, ça m'arrive de parler avec des gens et notamment de faire des lectures de textes à des personnes non réactives, parce que c'est pas parce que elles ne communiquent pas que ça leur fait pas du bien. Et généralement, je vais demander à leurs proches, si c'était une lectrice, de m'indiquer quel était son livre préféré ou ses livres qu'elle a pu lire, et je vais choisir ces livres-là et je vais lui lire. Voilà, je vais lui faire des séances de lecture. Je sais pas si ça fait du bien ou pas, parce que j'ai pas toujours le retour, mais je suis persuadée que ça fait un bien fou, même quand on ne réagit pas. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à parler, continuer, et même jusqu'au bout. Ça ne veut pas parce que la personne ne réagit pas, qu'elle n'entend pas, que ça ne la fait pas vibrer. Voilà. Ben justement, est-ce que tu as un texte particulier qui chaque fois t'émeut ou te relie à la vie et à la mort en même temps avec une personne que tu accompagnes? Alors, j'ai pas de texte en particulier, parce que à chaque fois, c'est vraiment du sur-mesure. Quand j'accompagne quelqu'un, j'essaye vraiment de faire en sorte, en fonction de son histoire, en fonction de nos conversations, de lui apporter quelque chose. Il y a un livre que j'ai apporté qui est pour moi extrêmement poétique et qui est très symbolique, on va dire, de la poésie que peut apporter les livres. Ce qui est intéressant, c'est que dans la bibliothérapie, on s'intéresse au texte, mais il y a aussi l'objet livre qui est intéressant, et il y a aussi les images. Surtout quand des personnes ne peuvent plus forcément lire, non plus la capacité de lire, passer par les images, c'est aussi de la bibliothérapie. Et donc j'ai apporté ce livre-là qui s'appelle Amour fantôme de Mathilde Domecq, et c'est un livre qui est extrêmement visuel, dans lequel en fait on va avoir des personnages. Chaque page, ça va être un personnage différent, et le livre est fourni avec un petit stylo avec lumière noire. Et sur chaque illustration, on va voir apparaître le fantôme qui l'accompagne. Et je trouve que c'est d'une poésie incroyable. C'est superbe, et c'est un livre qui vient nous rappeler
que on n'est jamais seul et qu'on est toujours accompagné par nos amours fantômes. Très joli comme terme, Exactement. nos Et amours c'est fantômes. un livre que je recommande souvent ou que je vais apporter aux gens, que ce soit pour des personnes endeuillées ou que ce soit pour des personnes en fin de vie. Parce que justement, il y a souvent ce sentiment de solitude, d'isolement. Et je trouve que dans la symbolique de ce livre-là, ça rappelle que on n'est jamais seul et que voilà, que l'amour n'a pas n'est pas que tactile, on va dire. Voilà. Non, non, c'est super parce pour ceux qui écoutent uniquement et qui ne te voient pas, à l'image, c'est super parce qu'avec effectivement ce stylo, on voit apparaître les d'autres personnes derrière le dessin, ce qui fait qu'on peut imaginer des tas de choses et faire imaginer des tas de choses à la personne. Merci, c'est un très beau livre que je recommande et je vais m'acheter tout de suite. Et c'est chez Exemplaire Édition. Je récupérerai toutes les coordonnées. Dans ta rencontre avec la fin de vie, soit dans tes ateliers, soit avec les personnes que tu accompagnes, est-ce que ça t'a appris quelque chose que tu n'aurais jamais imaginé? Un truc qui t'a bouleversé ou quelque chose auquel tu ne t'attendais pas? Peut-être plusieurs choses, dis-moi. Avant de m'occuper, on va dire, des personnes en fin de vie, de me professionnaliser, j'ai toujours eu un rapport très serein avec la mort. Voilà, c'est quelque chose avec lequel j'ai toujours été sereine. Et je trouve que c'est très ambivalent d'accompagner des personnes en fin de vie et leurs proches, parce que à la fois, plus on connaît et moins ça fait peur, parce que comme tout, en fait, pour moi, c'est plus on maîtrise un sujet et ben moins ça nous fait peur. Les Et expériences. exactement. Et à la fois, j'ai l'impression d'être un petit peu plus sensible qu'avant, parce que justement, je me rends compte à quel point ça peut être inconfortable, à quel point ça peut être douloureux, forcément, la perte d'un proche, la fin de vie. Et du coup, avant, j'avais un petit peu la fleur au fusil en disant, mais c'est voilà, finalement, la mort est un sujet dont il faut parler, c'est un sujet douloureux. Et aujourd'hui, en fait, je me rends compte que il y a une complexité dans l'accompagnement de la mort, il y a une complexité dans la mort qui fait que chaque fin de vie est différente, que chaque parcours est différent. Et en fait, c'est pas tout blanc ou tout noir. Tout est toujours très complexe et à la fois, et ce que je trouve absolument passionnant, ça va créer des émotions extrêmes. Ça va créer une extrême douleur, une extrême tristesse. Et de l'autre côté, ça va créer des moments de bonheur extrêmes aussi, comme je disais justement dans mon TEDx, il y a rarement autant de vie que dans la fin de vie. Dans le sens où justement toutes les émotions, toutes les sensations sont décuplées, que ce soit pour la personne en fin de vie ou que ce soit pour ses proches Les aidants. proches. Voilà. Et pour moi, c'est vraiment ça que ça m'a vraiment fait prendre conscience que c'est un moment absolument dingue, absolument extrême. Et moi, je mets souvent ça à l'image de la naissance, parce qu'on parle plus souvent de la naissance que de la mort. Quand on donne vie, quand on donne naissance, c'est un moment qui est absolument extrême, où on est à la fois dans la douleur et à la fois dans l'émerveillement, dans l'extase. Et voilà, pour moi, la mort, c'est un petit peu la même chose. Et c'est le fait d'accompagner les personnes et d'être au plus proche justement de ces instants-là, où je me suis rendu compte à quel point c'était absolument dingue, tellement naturel, mais à la fois tellement dingue quand même. Et c'est malheureux parce qu'on prépare beaucoup la naissance, mais on prépare pas la fin de vie et la mort. Voilà. Mais bon. Tout à fait. Il y a beaucoup de choses pour sensibiliser, en effet. Je pense que moi, c'est vrai que les personnes que j'accompagne, que ce soit les personnes en fin de vie ou que ce soit les proches, c'est une des choses qui ressortent. C'est-à-dire qu'on n'a pas été préparé à ça. On ne sait pas comment ça se passe. Alors encore une fois, chaque fin de vie est unique, mais ne serait-ce qu'en ayant quelques éléments de savoir comment ça se passe grossièrement et comment accompagner au mieux les personnes, des petits outils qu'on peut mettre en place, déjà ça apaiserait beaucoup de choses en effet si on était formé un petit peu à ça avant.
On va repartir sur, tout ce que tu as écrit parce que c'est important aussi et je te remercie de m'avoir envoyé un livre qui s'appelle «À la vie, à la mort», que je montre également à l'écran, qui est très joli et auquel je n'avais pas forcément pensé parce moi je suis beaucoup avec, les personnes âgées, avec la fin de vie des personnes âgées. Mais c'est vrai que là, du coup, c'est, comment est-ce qu'on peut expliquer aux adolescents? Enfin, je te laisse en parler, comment on peut parler du deuil, de la fin de vie aux adolescents parce que, oui, c'est quelque chose qui peut tellement bouleverser après leur vie que c'est important et j'aime beaucoup, les dessins qui ont été faits par, Mick Hankey, c'est ça, hein? C'est ça, oui. Ouais, ouais, superbe. Est-ce que tu as accompagné du coup, toi, des adolescents? Alors moi, ça m'est arrivé, oui, ça, j'ai accompagné des enfants et des adolescents plus dans le cadre de deuil que de cadre de fin de vie. Mais c'est important d'en parler aussi qu'il n'y a pas que les personnes âgées qui décèdent et voilà. Et donc le cadre, la fin de vie peut arriver à tout moment de la vie, hélas. Et du coup, ce livre-là, justement, c'est partant de ce constat-là que déjà qu'en tant qu'adulte, on n'est pas du tout outillé pour voilà, le tabou de la mort est partout et d'autant plus pour les enfants, pour les adolescents. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un vide abyssal dans la littérature adolescente sur ce sujet-là. Et donc c'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire ce livre qui s'appelle donc «À la vie, à la mort, pourquoi ça fait du bien d'en parler» et qui est destiné aux 9-15 ans. Et c'est un livre qui parle de deuil, mais pas que. En fait, ça parle de la mort avant tout. C'est-à-dire que c'est d'un moment où on se pose énormément de questions sur concrètement c'est quoi la mort, pourquoi est-ce que c'est quoi mourir, pourquoi ça fait peur de mourir, pourquoi est-ce que le deuil ça fait pleurer, pourquoi des fois on pleure pas aussi, ça arrive des fois qu'on soit pas forcément triste quand on apprend le décès de quelqu'un. En gros, l'idée c'était justement de pouvoir répondre à toutes les questions qu'on peut se poser à cet âge-là et pas que à cet âge-là, parce que je sais que j'ai pas mal de collègues qui travaillent, qui accompagnent notamment des deuils, qui le conseillent même à des adultes. En fait, justement, c'est répondre à toutes les questions qu'on se pose sur la mort et donner des outils aussi pour traverser le deuil. Comprendre que chaque émotion est juste, que le deuil, ça n'a pas une date limite dans le temps, qu'on chemine dans le deuil, que ça nous accompagne toute notre vie et que si au bout d'un an, on est encore triste parce qu'on a perdu notre animal de compagnie, parce qu'on a perdu notre ami qui est décédé, parce qu'on a perdu un membre de notre famille, c'est normal, que tout est normal. Et voilà, c'était remettre un petit peu ces outils-là dans les mains des préadolescents, des adolescents et encore une fois des adultes, parce que c'est un livre qui marche Les aussi très adultes très aussi, bien hein. pour les adultes. Et tu parlais des illustrations. Volontairement, j'ai voulu un livre qui ne soit pas triste, qui ne soit pas plombant, justement. Et les illustrations sont volontairement colorées, joyeuses, parce que on peut parler de la mort sans que ce soit triste. Et c'est important de le dire aussi. Ouais, ouais. Oui, non, mais c'est hyper intéressant parce que ça parle de la fête des morts, ça parle de la dernière demeure, ça parle des rites aussi, Oui. c'est Pourquoi par c'est religion important? parce que pourquoi c'est important et pourquoi il y a des rites, complètement, différents, et j'aime bien parce qu'il y en a entre autres une, c'est célébrer la mort. Mmh. Oui, effectivement, on peut célébrer la mort, donc très, très intéressant et pour revenir enfin sur le livre, principal, celui pour lequel moi je t'avais contacté au départ avant de savoir qu'il existait celui-ci, c'était le livre La fin de vie, vivre la fin Accompagner de la vie, fin de vie. Ouais. accompagner la fin de vie, voilà, aux éditions Tom Pouce, qu'on connaît déjà parce que j'ai fait une conférence déjà avec. Et donc ce livre aux éditions Tom Pouce, il est sorti quand ce livre? Alors ce livre est sorti au mois d'octobre dernier. Et donc c'est un livre qui est dans la collection Concrètement que faire aux éditions Tom Pouce. L'idée, c'est un livre qu'on a pensé il y a pas mal d'années déjà. Et l'idée, c'est de ce livre-là, c'est de donner des outils justement aux aidants, mais pas que, aussi à toutes les personnes qui peuvent accompagner les personnes en fin de vie. Donc déjà comprendre quels sont les différents interlocuteurs qu'on peut rencontrer dans une fin de vie, à qui sert à quoi, on va dire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place aussi, quelles peuvent être les aides disponibles qu'on peut demander pour justement accompagner au mieux une personne en fin de vie. Et moi, ce qui est mon outil principal, justement, une sorte de valise de l'aidant, une valise de l'accompagnant, des petits outils pratiques pour pouvoir accompagner la personne au mieux. Justement, comment mettre en place la parole, même quand la personne n'est plus communicante, comment utiliser les livres, comme on en parlait tout à l'heure, comment utiliser des albums photos, comment utiliser justement l'enregistrement audio, plein de petits outils comme ça qu'on peut mettre en place pour faire en sorte de maintenir le lien
avec la personne en fin de vie et surtout de créer un apaisement. Voilà, ce qui est souvent un sujet délicat dans le sens où quand on a une personnalité, on ne sait pas est-ce qu'on a le droit de la toucher, est-ce qu'on peut lui parler, combien de temps. Voilà, l'idée c'était vraiment de donner ces outils-là aussi bien aux aidants que à différents professionnels qui pouvaient intervenir auprès des personnes en fin de vie et leur donner des petits outils pratiques pour accompagner l'humain au-delà des problématiques médicales. Très franchement, on n'est pas tellement aidé quand on arrive en tant que proche aidant auprès d'une personnalité par les soignants parce qu'ils ont du mal à parler de ça aussi et ils savent pas nous décrire forcément ce qui va se passer et ils veulent pas rentrer dedans. Moi, j'ai eu le cas à chaque fois et c'était encore plus difficile. J'aurais aimé savoir beaucoup plus de choses. Donc, je conseille à nos auditeurs et auditrices d'aller lire ce petit livre. C'est important d'anticiper justement la fin de vie, même si ça a l'air de quelque chose qui n'est pas très gai. Et finalement, moi, je dirais que j'aurais été tellement plus soulagée de savoir plein de choses avant. En tout cas, merci Marine. J'espère qu'on a abordé suffisamment de choses avec toi. Merci pour ta présence, pour les mots et puis surtout ta façon vraiment délicate de remettre en lumière cette période qui est un peu particulière et où il y a souvent beaucoup de silence, malheureusement. Mais voilà, aujourd'hui, on n'a pas seulement parlé de la mort, on a parlé aussi des liens, de ce que tu fais avec tes livres et avec les textes et puis d'une vérité finalement assez simple. Il faut absolument qu'on regarde la fin de vie en face. Tout à fait. Merci à toi pour ton invitation et pour tout ce que tu fais avec ton podcast. Essentiel aussi. Essentiel. On est toutes essentielles dans ce qu'on fait. Merci beaucoup en tout cas. Si cet épisode t'a touché, inspiré ou donné des pistes pour mieux appréhender les imprévus de la vie, je t'invite à aller plus loin. N'hésite pas à t'abonner à Sweet Papy Podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes, remplis bien évidemment de bienveillance et d'histoires inspirantes. Et puis partage s'il te plaît cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en tirer des enseignements précieux. Et surtout, si tu souhaites discuter de ton propre parcours d'aidant, échanger ou découvrir des ressources pour t'accompagner, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans le descriptif de l'épisode. Sache que ton histoire, ton expérience et tes questions méritent d'être entendues. À très bientôt et prends soin de toi.